Sarah Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez écrit le livre que je laissais sur la table. Merci, c'est gentil. N'oubliez pas. Super géniteur, une enquête sur le don de sperme sauvage en France apparaît aujourd'hui. Merci beaucoup aux éditions Michalon et c'est passionnant. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler le cadre de la loi aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'insémination artisanale par sperme frais est interdite. On ne peut pas pratiquer, on encourt, quand on pratique l'insémination artisanale par sperme frais, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Aujourd'hui, c'est anonyme et ça se passe dans les sécos, en fait, c'est ça ? Exactement, dans les banques de sperme officielles. Voilà. Est-ce qu'on peut... Et c'est surtout que ce n'est autorisé, la procréation médicalement assistée, donc le don de sperme n'est autorisé qu'aux couples hétérosexuels qui rencontrent des problèmes d'infertilité ou qui risquent de transmettre une maladie grave, soit au conjoint, soit à l'enfant. Alors, est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est que le don artisanal de sperme frais ? Ça consiste en quoi ? Alors, il y a 3 façons de procéder au don artisanal. Le don artisanal, comme c'est appelé sur les réseaux, qui consiste à recueillir la semence de monsieur, donc du donneur, et ensuite de se l'inséminer. Et généralement, ce qui se pratique, c'est de l'inséminer via une pipette de Doliprane pour enfants. Donc ça, c'est la première méthode. Le détournement des médicaments. Voilà. La seconde méthode, c'est la méthode dite semi-naturelle, qui consiste à une pénétration last minute, c'est-à-dire une pénétration au moment de l'éjaculation. Donc c'est un rapport sexuel extrêmement court. Et la dernière méthode, dite naturelle, c'est un rapport sexuel en bonne et due forme. Comment est-ce que soit les couples de femmes, soit les femmes célibataires ou divorcées, elles ont ou pas des enfants d'ailleurs, rentrent en contact avec ces potentiels donneurs? Comment ils font connaissance? Alors, disons que l'insémination artisanale, elle a toujours existé. Avant, c'était des petits arrangements entre amis. La nouveauté, en tout cas, la tendance aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les arrangements sont de plus en plus faciles et se font entre inconnus. Donc, en gros, il y a beaucoup de groupes sur Facebook ou des sites qui sont à la base dédiés à la coparentalité, donc qui est plutôt dans l'idée de faire un enfant ensemble et de l'élever ensemble. Là, ils vont sur ces sites-là pour poster des annonces de dons. Il y a des donneurs qui vont poster leur annonce pour proposer leurs services et des couples ou des femmes seules qui vont demander, faire le portrait robot du donneur idéal. Alors, du coup, ça peut mener quand même assez loin. Vous ouvrez votre livre avec une rencontre avec un donneur pour le moins... fertile. Voilà, quand même. Oui, Ed Houben, qui est un donneur néerlandais, à l'époque où je suis rentrée en contact avec lui, il avait 99 enfants, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, il en a 112. Donc, effectivement, lui, c'est le plus prolifique d'Europe. Après, en France, celui que je connais qui a le plus d'enfants à l'heure actuelle, il en a 48. Tous ces donneurs tiennent une comptabilité précise? Non, Ed, en l'occurrence, et le donneur dont je vous parle, tiennent des tableaux Excel où ils rentrent les informations dont ils disposent, donc sur la date de naissance de l'enfant, le pays, la ville, le prénom s'ils l'ont, qui mettent à disposition des enfants si un jour ces enfants souhaitent savoir, sont au courant de la vérité et souhaitent savoir s'assurer qu'il n'y aura pas qui ne coucheront pas un jour avec leur demi-frère ou leur demi-sœur. Le problème, c'est qu'on le disait de manière légale, le don est anonyme. Là, il ne l'est pas. Et si le père souhaite reconnaître l'enfant un jour, il va se passer quoi ? C'est le problème que ça pose. C'est-à-dire qu'en termes juridiques, la loi, elle n'a jamais été appliquée telle quelle. On ne peut pas rentrer dans l'intimité d'une chambre à coucher. Donc, de toute façon, voilà, il y a un don artisanal. On ne pourra jamais prouver si ça a été fait avec une seringue ou si ça a été fait par rapport sexuel. Donc, la loi, elle n'a jamais été appliquée dans ce sens-là. Le risque, il est humain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Un géniteur, le statut de géniteur, ça n'existe pas en France. On doit agir dans l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir un père et une mère. Donc, en fait, le risque, c'est que les 2 protagonistes, les receveurs ou la receveuse et le donneur courent, c'est que l'envie de l'un ou de l'autre change. Donc effectivement, il est arrivé, et j'ai interviewé des femmes comme ça qui étaient dans ce cas-là, qui ont vu le donneur changer d'avis à la naissance de l'enfant, qui a été chamboulé, qui s'est dit mais j'ai fait une énorme bêtise, et qui finalement, il suffit qu'il aille à la mairie, il reconnaît l'enfant et il est père de cet enfant. Il passe du statut de géniteur au statut de père. Ça n'existe pas d'être géniteur en France. Et à l'inverse, il peut y avoir des enfants aussi? Alors, les femmes, généralement, elles ne changent pas d'avis. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas de cas de femmes qui ont changé d'avis. Maintenant, effectivement, on peut s'interroger sur ce que
comment se situeront les enfants par rapport au choix qui a été fait dans leur dos et se dire que ces enfants, un jour, peut-être, voudront peut-être aussi punir leur père. Si, par exemple, s'ils sont nés d'un multigéniteur et qu'ils apprennent un jour qu'il a fait 50 enfants, peut-être qu'ils diront « Bah ouais, mais moi, il va me reconnaître, parce que finalement, pour avoir leur place. » Moi, je m'interroge un peu sur l'avenir de ces enfants. Et eux, ils n'auront qu'une demande à faire. S'il y a des traces de cet accord, ils pourront faire une demande de reconnaissance en paternité et ils l'obtiendront. C'est quoi la motivation de ces hommes ? Elles sont diverses. Il y a des hommes qui agissent par altruisme, par envie d'aider, aussi par militantisme, parce qu'ils estiment qu'une femme seule ou d'un couple homo a le droit aussi de fonder une famille. Après, il y a évidemment des gens, des donneurs qui agissent un petit peu, qui agissent pour soigner leurs propres troubles psychologiques, qui vont avoir un vrai problème à régler par rapport à leur virilité, qui vont avoir un désir de toute puissance, d'ailleurs, ces donneurs... Il y en a qui sont, pardonnez-moi, il y en a qui sont un peu flippants. Hein. Voilà, parce qu'ils sont des donneurs compulsifs, ils veulent repeupler la planète de petits E. Voilà, là, ceux-là... C'est un peu... c'est effectivement assez effrayant. Et puis il y en a qui sont là juste pour trouver des rapports sexuels. Il y a ceux qui ont senti le bon filon et qui, évidemment, vont demander soit de l'argent en échange. Ça peut aller à partir de 150 € jusqu'à 600 € l'insémination. Qui est illégal également, évidemment. Totalement illégal, soit un rapport sexuel. Et les motivations des receveuses ? Les motivations des receveuses, c'est simplement le résultat, c'est d'avoir un enfant. Et pourquoi est-ce que ça tourne vers, pourquoi ça tourne vers les donneurs sauvages plutôt que vers le sécos, par exemple? Alors, pour les femmes homosexuelles et les femmes seules, de toute façon, elles n'ont pas le choix. Donc, soit c'est l'étranger, mais l'étranger, ça veut dire aller en Espagne, en Belgique, comme ça se pratique beaucoup, mais ça coûte cher. C'est entre 450 et 1500 € une insémination, sachant que il faut avoir 4-5 essais. Ça revient très vite cher, les déplacements, les frais logistiques, etc. Donc, il y a celles qui n'ont pas les moyens financiers, qui ont commencé cette démarche-là et qui vont se rendre compte à un moment qu'elles n'y arrivent pas, qu'elles ne peuvent pas continuer, et elles passent à cette méthode-là. Ensuite, j'ai constaté, et j'étais assez étonnée de le découvrir, c'est qu'il y a aussi des couples hétérosexuels qui n'en peuvent plus d'attendre dans les banques de sperme françaises, qui trouvent le délai trop long, ou qui ne supportent pas finalement les rendez-vous avec les psys, qui ont du mal avec ça, et qui vont se tourner vers cette voie-là. Ils sont évidemment minoritaires. Mais il y a aussi une vraie volonté de la part, pourquoi pas la clinique privée, même si elles ont les moyens, et pour les couples hétérosexuels, je l'ai remarqué aussi, c'est le désir de proposer à son enfant, de lui permettre de se constituer une histoire, de savoir d'où il vient. Voilà, fini l'anonymat, on arrête de mentir, la mode du ni vu ni connu de nom. Moi, je veux lui offrir, je veux lui dire d'où il vient, qui est son géniteur, et qu'il puisse éventuellement le rencontrer un jour. On n'a pas le temps, mais il faut aussi préciser que tous ces couples prennent aussi souvent des risques pour leur santé, puisqu'il faut s'assurer des tests sanguins sur les IST du donneur, évidemment. C'est extrêmement intéressant, Sarah Dumont, super géniteur, enquête sur le don de sperme sauvage en France. Donc ça sort aujourd'hui chez Michalon. Merci beaucoup. Merci.